Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast, bienvenue à la table. C'est quoi déjà ? Oh là là, ça commence. Bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Ici Jawai, Pierre et Dr Chon. Bonjour. Bonjour. Donc pour vous rappeler un peu ce que c'est le podcast, on va parler de plusieurs sujets qui peuvent être de société, de musique, de psychologie avec notre ami Pierrot. Petite nouveauté, car je vous rappelle que l'émission est en direct, enfin non, l'émission n'est pas en direct, l'émission est sur Radio Campus, sur les antennes de Radio Campus Amiens, et elle est également sur YouTube en version vidéo. Mais la petite nouveauté, c'est que cette fois, on a créé une chaîne dédiée au podcast. Ce n'est plus sur la chaîne Jawai, qui est donc ma chaîne YouTube. Maintenant, on a notre propre chaîne, les gars. Waouh. On peut fêter ça, ça va être notre deuxième vidéo de la chaîne. Ouais, félicitations. Je vais réupload, normalement ce sera déjà disponible quand l'émission sortira. Mais vous pourrez déjà retrouver la première émission du podcast si vous l'avez raté. Et donc, cette nouvelle émission, aujourd'hui, l'épisode 2 du podcast. Comment ça va les gars ? Ça fait un moment déjà, ça fait bien 2 mois non, d'ici la dernière émission. 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, ouais. Bah, vous m'avez beaucoup manqué les gars. 2 mois ressenti 1 an, je crois. C'est absolument. C'est un peu comme la météo, comme les degrés. 458 jours. J'ai fait des petits traits à côté de mon lit. Ah ouais, Ouais. à ce point-là ? Ouais. Tu les as fait avec un truc genre gravé dans le bois Avec mon sang. Avec ton sang. Plusieurs petits sujets vous attendent aujourd'hui. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes en voiture, au travail ou à la maison, on va être ensemble pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Plusieurs sujets vous attendent. Encore une fois, la chronique de Pierrot. Moi, je vais vous parler aussi d'un petit sujet d'actualité. Et on a notre ami Dr Chon qui nous fera la fameuse minute du Dr Chon. Absolument. Qu'il a écrit dans la voiture sur le parking avant d'arriver. Globalement, faut pas le dire. On a tous écrit ce matin avant l'émission, mais c'est ça qui fait aussi la beauté du geste, quoi. Nous, on est là avant tout pour le sport. C'est vrai. Premier sujet qu'on va aborder maintenant. Moi, je vais vous parler du rapport qu'on a aux réseaux sociaux. Donc, avant de vous donner, vous demander vos avis, parce que je sais qu'on a tous les trois un rapport très différent aux réseaux sociaux, en allant du plus vers le moins, je pense. Je vais d'abord vous balancer quelques petits trucs que j'ai trouvés. J'ai des statistiques qui sont assez parlantes et j'en ai d'autres qui sont assez marrantes. Alors déjà, moi, celle que j'ai kiffée, c'est qu'en 2070, il y aura plus de gens morts que de gens vivants sur Facebook. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont l'utiliser, et puis de toute façon il y aura toujours plus de gens morts. En fait, plus on avance, plus il y a de gens morts. Donc en 2070, il y aura plus de profils Facebook de gens morts que de gens vivants. Ça m'a fumé quand j'ai vu cette stat là. Je trouve ça hyper drôle. Du coup, tu penses qu'au lieu de nous dire que c'est leurs anniversaires, ils nous diront fêter leur date de décès ou pas ? Ah putain. Est-ce que Facebook va se mettre à jour, va créer un délire ? Parce qu'il y a déjà, je connais déjà des gens décédés qui ont encore leur page Facebook et qui servent du coup de... comme on va mettre une fleur sur la tombe, les gens viennent mettre des messages, on est tel jour, je pense à toi, ça fait tant de temps que t'es parti. C'est à la fois beau et à la fois triste. Mais moi, je trouve ça horrible. Ah ouais, ouais. C'est vrai ça me fait très peur. C'est vrai que c'est un peu particulier quand même. S'il vous plaît, si je décède, de fermer mes comptes, je vous confie cette tâche-là, messieurs. Alors, je crois que si des proches signalent à Facebook que vous êtes mort, Facebook met en place une sorte de page de commémoration. Ah, d'accord. Qui est plus vraiment votre compte, mais qui est encore votre compte, étant donné qu'il y a encore les photos. Ouais, puis encore les amis, les trucs comme ça. Donc tu peux peut-être pas poster, c'est peut-être un peu différent, mais... Je sais pas encore si tu peux vraiment l'inviter à des soirées, ce genre de choses. Ouais, participer à un événement. Putain, le bad. Mais ça questionne aussi le rapport qu'on a avec la mort dans la société en général, c'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais tous les 100 ans, tous les 200 ans, si tu rachètes pas ta place au cimetière, ton cercueil, il s'en va. Hein. C'est vrai. Et si on l'avait pas fait depuis le début de l'humanité, c'est probable qu'on croulerait sous les tombes. Le monde serait un grand cimetière. D'ailleurs, le monde est un grand cimetière. Ouais. J'ai une deuxième stat sympa, c'est que
Moi qui fais bien bader aussi. En 2023, les Français ont passé 250 millions d'années sur les écrans en cumulé. C'est énorme. C'est énorme. C'est ouf. À l'échelle de l'histoire de la Terre, genre c'est fou. Alors, c'est vertigineux, mais dans un sens, beaucoup de métiers maintenant se font là-dessus. Oui, c'est ça. Mais c'est pas la majorité, hein. Clairement pas. C'est vrai. C'est un peu l'excuse, tu vois, ouais, mais moi c'est un peu j'en ai besoin pour mon taf. Mais bon, la plupart du temps, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est pour consommer, c'est pas pour notre taf, tu vois. C'est pas sur les tout. réseaux ou sur les écrans? Sur les écrans, là c'est sur les écrans. Ah oui, parce que le travail se fait quand même sur les écrans. J'allais dire, sinon c'est vraiment une grosse perte de temps et d'heures de travail pour l'humanité, mais étant donné que, a priori, la plupart des recherches, des chercheurs travaillent sur ordinateur, bon. Oui, ouais, mais dans tous les cas, je pense que le ratio travail-loisir, je pense que c'est quand même plus loisir que travail. Hein. Ouais, après, il y a tout. Il y a tes notes, tu veux mettre un réveil, t'es sur les écrans. Tu veux écouter la radio, tu vas sur les écrans. Tu écoutes de la musique, t'es sur les écrans. Tu veux regarder un film, t'es sur un écran. Enfin, tu vois, le loisir, il est quand même très très large. Il n'y a pas que les réseaux. Oui. Ouais, le médium passe quand même énormément bien sûr là-dessus. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu là-dessus, 75% du temps passé sur Internet se fait sur les smartphones. 75%. Et la bascule, en fait, elle s'est faite en 2017. C'est en 2017, quand les smartphones ont dépassé les ordinateurs. Les smartphones ont atteint 40% en 2017 et l'ordinateur était à 38%. Avant ça, c'était plus... Internet, c'était les ordinateurs. Mais d'où vient le reste alors ? La télé, les montres connectées, j'imagine. Les tablettes. Ouais. Peut-être. Et donc, le temps moyen, bon ça c'est une stat qui est relativement connue, mais le temps moyen d'écran par jour, en France, c'est 5 heures. Okay. Moi je pense que je le pulvérise, honnêtement. Parce que, comme tu dis, toute la journée je suis sur mon ordi, je fais du montage, des trucs comme ça, machin. Quand j'ai fini de bosser, je descends, je vais jouer à Fortnite, je vais regarder un film. En vrai, moi je suis... Quasiment tout le temps où je suis réveillé, je suis sur l'ordi, quoi. Les applis les plus visitées en France, est-ce que vous avez une idée ? Instagram, TikTok, Tinder, YouTube. Non. Bah si, il y a TikTok, Insta, Facebook. Il y a une nouvelle application qui a dépassé TikTok cette année en nombre de téléchargements, c'est Temu. Vous connaissez ou pas ? Non. C'est un peu le nouveau Alibaba, AliExpress. Bon, ils sont pas très éthiques. Ils font des méthodes assez controversées. Il y a eu une chronique là-dessus sur l'émission Popcorn de Domingo où ils ont parlé, qui est vraiment intéressante. Mais c'est vraiment un peu border, quoi. Mais voilà, truc encore, application de Chinois qui vendent des trucs pas chers. Tu te demandes comment ils font d'ailleurs. Tu peux acheter une maison pour 12 €, tu comprends pas. Les applis qui engendrent le plus de dépenses. Amazon. Non. Application téléphone. Hein. Application téléphone. Attends. Est-ce qu'il y a un jeu freemium ou pas ? Non. Non, vous les avez déjà tous cités. Ok, dans ce cas-là, Facebook, Instagram. Hein. Pas Netflix. Facebook, c'est à lancer, non, c'est pas fini, mais c'est sur le déclin. Non. TikTok. Ouais. Ah bon ? Ouais. Mais on peut payer sur TikTok ? Bah ouais, parce qu'en fait, tu fais des dons à tes créateurs. Tu sais, quand ils sont en live, tu leur envoies des roses, des trucs qui coûtent genre 10 centimes, machin. Ah oui ? Et en fait, c'est un gouffre de ouf parce que les gens, ils poussent. Maintenant, tu peux même faire des duos. C'est-à-dire que tu te mets en duo avec un autre créateur. Ton écran, il est coupé en deux. T'as 2 lives superposés. Et les 2 créateurs font ouais, vite, envoyez des dons. En fait, c'est la course à celui qui aura le plus de dons. Et du coup, t'as plein de dérives où t'as des enfants qui prennent la carte bleue des parents pour faire des dons, machin. Enfin, il y a plein de dérives de ouf là-dessus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 ans sur la face cachée de TikTok, un peu, qui doit plus être à 100% d'actualité parce que la plateforme a beaucoup évolué, mais qui est quand même vachement parlante. Un gamin qui a dépensé genre 3000 balles avec la carte bleue de sa mère parce qu'il se faisait manipuler par un influenceur qui disait vas-y, donne-moi, machin. Je mettrai ton nom dans ma story et tout. Donc, sous couvert de donner de la visibilité et tout, il manipule des ados qui sont en quête d'identité, de reconnaissance. Enfin, c'est terrible. Et la 3e application qui engendre le plus de dépenses, c'est Tinder. Ah. Parce que abonnement payant, plus tu payes, plus t'es visible, plus t'as de likes, plus t'as machin. Et du coup, les gens qui sont un peu en détresse sentimentale ou sexuelle, voilà, bah n'hésite pas à payer, quoi. Donc c'est pareil, ça fait un peu peur. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? En 2022,
Les 18-24 ans, ils ont téléchargé le plus. Alors ça, c'est le truc qui m'a fait trop marrer. C'est l'évolution par rapport aux âges des applications les plus téléchargées. C'est trop drôle. Les 18-24 ans, bon, c'est pas étonnant, ils ont téléchargé le plus Instagram, Netflix. Jusqu'à 45 ans, c'est plutôt Facebook, WhatsApp et Messenger. Voilà. Et passé 45 ans, donc ça c'était en 2022. Passé 45 ans, les 3-4 applications les plus téléchargées, c'est Tous Anti-Covid, Doctolib, Waze et Ma Banque, le truc de Crédit Agricole. Pas mal. T'imagines quoi, passé 45 ans, du coup tu commences à avoir des problèmes de santé et tout, du coup l'application la plus téléchargée c'est Doctolib quoi. Après c'est plus de 45 ans, période de Covid. Oui, Ceci explique cela. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Tous Anti-Covid, Doctolib, Waze, donc GPS et le truc de Ma Banque. Pour trouver l'hôpital le plus proche. Ouais, exactement. Le plus gros nombre de téléchargements sur une courte période, le record vient à BeReal. Vous connaissez BeReal, le truc où tu te prends en photo dans un sens et dans l'autre en même moment, et pour vous montrer où t'es, avec qui, t'es obligé de le poster tous les jours à la même heure, etc. T'as des rappels, etc. Qui a un peu floppé depuis, je crois. Mais en tout cas, ils avaient fait plus de 5 millions de téléchargements juste au mois d'août 2022. Ce qui est pas mal. Donc c'est un record, mais après, je crois que la hype est très vite redescendue, un peu comme Thread là, avec Instagram. Où bon, tout le monde s'est hypé de ouf, et là j'ai l'impression que c'est un peu en train de redescendre quoi. Maintenant je vais vous demander un peu quel est votre rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on a vraiment 3 profils différents. Moi je suis à fond réseau, parce que je poste des stories, je poste des reels, des TikTok pour mes vidéos YouTube, etc. Donc je suis à fond, enfin pas à fond non plus, mais je suis quand même vachement actif et je regarde beaucoup. On a Denis qui est un peu moins, mais qui quand même essaie de créer du contenu pour, pour la musique, etc. Et Pierre, qui il y a quelques mois s'est désinscrit de tous les réseaux sociaux et qui est revenu à un magnifique téléphone que tu peux montrer là. Oui. Il est revenu sur du BlackBerry, voilà, à l'ancienne. Donc où il y a vraiment juste SMS, appel et c'est tout, quoi. C'est tout, voilà. C'est tout, oui. Puisque le réseau internet fonctionne plus sur le BlackBerry. Donc c'est quoi ta démarche? Qu'est-ce qui t'a fait rétrograder, entre guillemets? Ah, alors... je crois que je me suis réveillé un matin avec cette idée d'essayer de me désenchaîner de plein de choses. Et une chose en entraînant une autre, je me suis vite rendu compte que une des premières addictions de tout le monde de nos jours, je crois, c'est bien celle-là, c'est quand même les téléphones. Donc gagner du temps. Hein, quand on dit 5 heures par jour, c'est énorme, 5 heures. Est-ce que tu les passes pas sur 5 heures sur une autre forme de... Est-ce que tu as vraiment l'impression depuis d'avoir gagné 5 heures par jour? J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir gagné au moins 2 heures de lecture par jour, puisque j'ai remplacé tout le temps que je passais le soir et le matin et dans les transports sur mon téléphone par de la lecture. Tu ne lisais pas sur ton téléphone? Non. Parce qu'en soi, c'est possible aussi, mais... Non. Jouer aux échecs. Parce que c'est vrai que le téléphone, c'est une façon de procrastiner. Mais j'ai l'impression que quand tu procrastines peu importe la manière, tu vois. Oui, bien sûr. Tu peux procrastiner en faisant... tu vois... T'es quand même plus à même de faire quelque chose de productif, ou en tout cas qui va t'apporter quelque chose lorsque tu as uniquement d'autres moyens que le téléphone. Mais bon, j'ai aussi désinstallé tout ce qui me sert à jouer aux jeux vidéo en général. Ouais. T'as senti un vrai changement? Ouais, j'ai lu depuis septembre, j'ai dû lire une 20aine de livres quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Okay. Sans compter les nouvelles que j'ai écrites, les poèmes, les chroniques. Okay. Donc ça t'a vraiment apporté un gain de productivité, quoi. Énorme, ouais. Okay. Et puis je me réveillais à 7h du matin. Avant, je me réveillais à 13h. Je galérais. Parce que tu restais le soir plus longtemps dans ton lit à scroller et machin. Maintenant, à 22h, je mets dans mon lit, je lis. À 22h30, je m'endors net. Est-ce que ça fatigue beaucoup plus les yeux, alors que les écrans, ça te maintient Exactement. Ok. Et toi, Denis, alors? Moi, j'avais un téléphone un peu comme Pierre il y a 5 ans. Du coup, j'avais pas encore d'écran tactile, tu vois. J'étais ce genre de dinosaure. Mais quand j'ai décidé de créer Dr Chon, ou du moins de lui donner de la visibilité, les potos m'ont acheté un téléphone, m'ont installé les applications, et j'ai essayé de m'en servir comme un CV, une vitrine publicitaire. Même si aujourd'hui je joue bien ce jeu-là, parce que j'y passe quand même pas mal de temps, mais ils m'ont tout installé, TikTok, Instagram et compagnie. Bon, j'utilise pas TikTok parce que je suis une galère, mais Instagram, j'essaie d'en faire une vitrine
une exposition à ma proposition artistique. Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que tu consommes aussi? Est-ce que tu scrolles? Je pense, bien sûr, aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. Ouais. Je pense qu'on s'habitue vite au réseau. C'est comme la cigarette, la première elle est dégueulasse et puis ensuite tu kiffes ça et t'en as besoin. Ouais. Je vois un peu les réseaux comme ça. Aujourd'hui j'y suis habitué, mais j'aurais pas de mal à revenir en arrière, à tout arrêter. Et bizarrement, contrairement à Pierre, moi ça fait 5 ans que j'ai Instagram et compagnie et j'ai pas lu un livre depuis 5 ans. Ouais. Donc je comprends bien cette corrélation. Il y a le rapport à la concentration aussi, je pense. Maintenant, on est habitué à ce qu'on appelle le fast content. Et on en parlait aussi dans la musique, parce qu'on parlait de la mort du 3e couplet. Aujourd'hui, c'est des formats 1 minute sur les réseaux. Donc il y a beaucoup de mecs aussi qui composent des sons. Il y a la page, il y a une page 1 minute de rap qui fait des battles, etc. sur 1 minute en format verticaux sur les réseaux. Ça a modifié quand même beaucoup de choses. Et il y a un autre truc aussi qui a modifié, c'est que, alors je sais plus du tout qui a dit ça et dans quoi je l'ai vu, mais un compositeur d'instru, enfin un beatmaker ou rappeur, je ne sais plus trop, mais qui expliquait que ça avait aussi même changé la façon de composer les musiques. Parce qu'il disait la plupart des gens aujourd'hui, quand tu partages un nouveau son, le premier endroit où ils vont le découvrir, c'est sur les réseaux, donc sur leur téléphone. Et du coup, aujourd'hui, utiliser une basse en sub hyper profonde, tu l'entends pas sur ton téléphone. Oui. Donc les mecs utilisent des basses beaucoup plus compressées, avec des distorsions et tout, pour que ça tape un peu plus dans les aigus, pour que ça ressorte sur ton téléphone. Et on les voit, toutes les tendances, les trends et tout, de danse TikTok et tout, c'est toujours des musiques avec des kicks, des basses qui ressortent sur le téléphone. Oui, c'est vrai. Moi, j'écoute par exemple du dub, des trucs, du dub anglais, etc., des trucs avec des basses, c'est même des infrabasses. Tu peux pas écouter ça sur un téléphone, t'entends déjà, même sur des bonnes enceintes et tout de maison, t'entends pas toutes les fréquences. Il faut vraiment un gros sub pour les entendre. Mais t'écoutes ça sur un téléphone, t'entends un tiers de la musique, quoi. Donc ça a même changé la façon de composer des mecs, quoi. Ça a changé l'architecture du cerveau qui va beaucoup plus vite vers le jouir, en fait, qui cherche le jouir instantané. On est dans une époque où la frustration et le désir qui mène à quelque chose, vous savez, il faut travailler pour avoir quelque chose. Enfin, tout peut pas être naturellement comme ça donné. Et là, on s'octroie ce truc-là avec les réseaux, en fait. C'est ça, c'est plein de petits jouirs mis bout à bout, des petits jouirs, des petits jouirs, des petits jouirs. Ouais. Et ça nous sort finalement aussi de ce qui fait l'humain, c'est quand même le désir. Et le désir, ça se travaille. C'est quelque chose qui prend du temps. Ouais, le chemin que tu fais jusqu'à la récompense. Là, on a enlevé ce truc-là. On a enlevé la frustration. Une récompense, tu scrolles, t'as une récompense, tu scrolles, t'as plus l'effort, en fait. Et moi, ce qui me rend ouf aussi, que j'ai remarqué, c'est avec mon neveu. J'ai un neveu qui a 8 ans, qui est du coup génération TikTok, on va dire, tu vois. Il regarde des vidéos YouTube où c'est du montage, mais il regarde The Furious Jumper, il regarde, ça doit certainement pas vous parler, mais c'est des YouTubeurs qui font vraiment des vidéos sur Minecraft, sur Roblox. C'est très axé pour les enfants, genre la communauté de Furious Jumper, je pense que c'est les 5-12 ans, tu vois. Genre, et tu regardes une vidéo, mais ça gueule, des flammes, des trucs, boum, du montage hyper. Je mettrai un extrait pour les gens sur YouTube, mais c'est un montage, mais laisse tomber la vitesse du truc, du cut, du zoom, machin. Nanana. Et genre, mon neveu qui est habitué à ça, qui regarde beaucoup ça, derrière, tu lui fais mater un Disney, où là, c'est des plans qui sont longs, des musiques, des trucs, mais il décroche au bout de 10 minutes, quoi. Impossible de le faire rester devant un film, un truc avec un montage normal, entre guillemets, tu vois, un montage lent qui va lui raconter une histoire. Laisse tomber. Maintenant, t'as une des chaînes au monde qui a le plus d'abonnés, le plus de vues. C'est une chaîne qui fait des dessins animés que en shorts, donc en format verticaux. Donc t'as ton dessin animé, t'as ton intrigue, ton dénouement, ton truc, ta conclusion en 1 minute. Le petit, il a son truc en 1 minute, qu'est-ce qu'il va aller se faire chier à regarder un dessin animé d'une demi-heure ou d'une heure pour avoir sa morale à la fin, au bout d'une heure, enfin... Et puis les téléphones, ils amènent quand même le délire de pouvoir accélérer le temps. Si t'as envie de passer 10 secondes, tu tapotes 2 fois sur ton écran, t'as 10 secondes qui passent, et t'as une maîtrise du temps, là où la télévision, tu t'étais obligé de rester là et t'étais pas avec la télécommande en train d'accélérer ton dessin animé, ton émission, je ne sais quoi. Tu devais patienter, et ça... Je pense que la génération a perdu de la patience. Attendre la semaine prochaine pour avoir le nouvel épisode, machin, tout ça s'est perdu, c'est vrai. Grandir, c'est beaucoup ça, c'est comprendre que le monde est régi par des règles
auquel il faut se soumettre, même si c'est chiant, c'est la frustration, c'est le non. Le non, il est important, et pour les enfants particulièrement, puisque ça permet de se construire, et de construire, on le disait, son désir. Alors c'est sûr que je pense, je sais pas, hein, je suis pas devin, mais je présume que c'est une génération qui va être très complexe pour les professeurs des écoles. Ça va être pas évident. Parce que déjà que nous, j'ai le souvenir tout de même que c'était compliqué de se concentrer pendant 1 heure sur un cours qui nous intéressait moyennement. Alors pour cette génération-là, je m'inquiète. Je m'inquiète vraiment. Et puis est-ce que ça va pas... Après, j'ai l'impression de faire un peu le boomer en disant ça, tu vois, mais est-ce que ça va pas t'es un boomer. Ouais, je pense que ça y est, en fait. Hein. Ouais, moi aussi. Est-ce que j'allais dire, est-ce que ça va pas nous enfermer les enfants chez eux? Mais nous, déjà, on est un peu génération. Moi, j'ai joué à Dofus, mais j'ai joué des heures et je préférais jouer à Dofus en ligne avec mes potes que d'aller chez des potes. Mais j'allais faire le constat, c'est que la semaine dernière, du coup, mon neveu s'est embrouillé avec mon frère, donc son papa, parce qu'il était invité chez une copine pour un truc, une soirée pyjama ou je sais pas quoi, et il a tapé une crise parce qu'il voulait pas y aller, parce qu'il voulait jouer à Fortnite. Il dit non mais j'ai un truc à faire avec des potes sur Fortnite. Du coup ils se sont embrouillés, enfin il s'est fait engueuler parce qu'il voulait pas y aller quoi. Il voulait pas aller à la fête dans la vraie vie parce qu'il préférait faire jouer. Mais après est-ce qu'on n'était pas déjà un peu comme ça, nous? Tu vois, l'arrivée des jeux vidéo, nous on est les générations le début des jeux vidéo. Ah c'est sûr. C'est sûr. Moi j'ai l'impression d'y être toujours quelque part. Ouais. En soi, si jamais j'ai un nouveau jeu vidéo et que tu me laisses le choix entre passer un moment avec ma famille pendant 1 semaine et à un moment je vais vouloir rentrer, je vais vouloir geeker, j'ai besoin de ce moment-là où je pose mon cerveau. C'est un refuge. C'est un refuge dans lequel c'est un film dans lequel tu as une action, tu peux participer. Enfin, tu vois, il y a un délire participatif en plus du visuel. Non, je pense que c'est naturel et la nouvelle génération est soumise à ça. Moi j'ai bien aimé le mème que j'avais vu une fois, c'est ouais, il y a eu une coupure de courant chez moi, du coup je suis descendu voir ma famille, ça va, ils ont l'air sympas. C'est un peu ça, tu vois. C'est vrai. Et il faut se poser la question, parce que c'est vrai que bon, c'est difficile de comparer 2 générations, c'est-à-dire que nos parents quittaient en général la maison plus tôt, travaillaient plus tôt, mais en même temps le contexte économique et politique de la France n'était pas le même, et les mœurs non plus d'ailleurs, mais et technologique. Et technologique, c'est vrai. Force est de constater tout de même que, mise en dehors le fait qu'à l'époque on faisait moins d'études, etc., j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance qui se dessine à créer de grands adolescents. Et que la maturité, peut-être, je sais pas, il n'y a aucune étude, je sais pas. Déjà, on dit que maintenant on est adolescent jusqu'à 25 ans. C'est tard. Bah ouais, mais honnêtement, moi je l'ai senti comme ça. Hein. Franchement, je me suis pas senti vraiment adulte avant 25 ans. Hein. Franchement, ça s'est fait progressivement. Mais dans ma tête, je me suis vraiment dit, ok, là je me sens vraiment adulte, à réfléchir comme un adulte. Franchement, à 26, 27, 28, tu vois, ça s'est fait progressivement. Mais comme tu dis, nos parents, à 20 ans, 22 ans, ils étaient mariés, ils avaient déjà des gosses. T'étais responsabilisé beaucoup plus vite, quoi. Est-ce que pour autant ils étaient vraiment matures? Je sais pas. Mais et est-ce que ça les rendait plus heureux? Non. Tu vois, je pense qu'il y avait des acquis et il y avait aussi forcément un autre versant à la pièce. Donc, est-ce que tu passes pas à côté de certaines choses, c'est ça? C'est sûr. Et du coup, ça me fait penser au documentaire sur Squeezie, pour ceux qui l'ont vu, qui est sorti il y a quelques jours sur Prime. Enfin, il y a quelques jours, pour vous qui nous regardez, c'était peut-être quelques semaines plutôt. Mais qui est sorti sur Prime, où c'est un peu le même délire que le documentaire sur Orelsan, mais sur Squeezie. Et qui est vraiment bien, moi, qui m'a touché, qui m'a fait pleurer et tout, carrément. Ok. Et il y a un moment où son frère, justement, est hyper ému parce qu'il dit mais il a charbonné, il a eu une vie d'adulte hyper tôt, parce qu'il a bossé depuis qu'il a 14 ans, il fait des vidéos, et du coup, il a marché, il avait 17 ans, vraiment le début de la gloire, entre guillemets, c'était 17 ans, où il commençait à faire des conférences, des trucs comme ça. Et en fait, il a pris ses premières vacances à genre 23 ans, tu vois. Et il est comme un ouf, genre putain les gars, on va dormir dans une tente, c'est incroyable et tout. Enfin, il fait des trucs que tous les gens lambda font, et pour lui, ça lui semblait incroyable. Et c'est un moment, c'est Mid, qui est un très bon pote à lui, qui lui a dit mais gars, mais vis des trucs, va en soirée, gerbe, le lendemain tu te lèves, tout le monde se fout de ta gueule, et c'est drôle, tu vois. Vas-y, fais des trucs comme ça, tu vois, tu t'en branles, mec, vas-y, vis des trucs, tu vois. Et il y a un moment où il a dit stop, et il est parti en vacances avec ses potes, et c'était la première fois qu'il faisait des trucs normaux, tu vois. Qu'il allait bruncher en terrasse, il allait en festival, il allait en boîte. Il y a son manager qui raconte une anecdote où il l'appelle à 8h du mat. Il me dit, c'est trop bizarre parce que Lucas ne m'appelle jamais à 8h du mat. Et il appelle, mec, je sors de boîte et tout, genre.
Pour lui, c'était un truc de malade, tu vois. C'est marrant. Et ouais, et son frère, à un moment, il est presque en train de pleurer en disant j'ai eu peur pendant longtemps que mon petit frère passe à côté de sa jeunesse, parce qu'il est devenu adulte très vite. Donc on peut avoir encore ce rapport-là aujourd'hui. C'est vrai. Des gens qui écourtent leur jeunesse, des gens qui la vivent très longtemps. Moi, j'ai des potes de 40 ans qui en ont 20 encore, quoi, tu vois. Bon, bah, on va clôturer cette première chronique maintenant. Et donc, on va faire une petite pause en musique pour ceux qui nous écoutent sur les antennes de Radio Campus. Je vous rappelle que l'émission est en replay et en format vidéo sur YouTube, sur la chaîne Le Podcast, POTEKAST. Vous aurez le lien aussi sur le site de Radio Campus. Et donc, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on va passer à la chronique de Pierrot. C'est parti. C'est normal que ce soit doux. Ok. Il va encore nous faire une sauce à la Pierrot. Il semble que les grandes âmes, parfois, soient moins épouvantées par la douleur que par le fait qu'elle ne dure pas. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Mais non, et nos pires tortures cesseront un jour, un matin, après tant de désespoir. Une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini et que la souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé du rêve. Et c'est marrant parce que cette chronique m'est venue parce que cette nuit, je me suis réveillé. Est-ce que vous êtes déjà réveillé la nuit ? Bien sûr. Moi, très peu. Eh bien, figurez-vous que je me suis dit cette nuit que se réveiller la nuit, ça faisait partie du métier d'homme. Et du coup, je me suis posé la question de l'étymologie du mot « réveiller ». Et figurez-vous que ça vient de « re-éveiller ». Logique. Ouais. Mais réveiller, c'est aussi la contraction finalement de rêve et de veiller. Ce qui veut dire qu'on est un petit peu dans un littoral, comme sur une plage. En un seul mot, hein. Bien sûr. Pas un littoral, parce qu'on est un peu dans son lit aussi. Exactement. J'adore les mots. C'est un petit peu un littoral, comme si on rêvait et qu'on était en veillée en même temps. Donc, voilà. Je suis parti de cette constatation pour commencer ma chronique. Et je me suis dit que c'était dingue comme on avait confiance en la nuit pour nous y abandonner de la sorte. Nous sommes ces enfants finalement, des enfants du silence. Notre ombre en est la preuve. Allongée sur le sol, elle refroidit déjà notre dernière couche. J'ai eu cette idée cette nuit justement, que dans le blanc de nos yeux dénotait un gouffre noir, que nos pupilles seraient des réceptacles lunaires, s'ouvrant la nuit, cherchant leur astre sœur dans l'obscurité. Et justement, cette nuit, je me suis réveillé avec l'œil clair. Dans ma chambre, il y a une bibliothèque avec des livres, des pages, des lettres, des mots, des noms, des prénoms. Autant d'hommes qui, comme moi, ont habilement tenté de conjurer la dissolution de leur chair en milliards de vies. Interrogeant les tombes de ceux qui m'ont précédé, j'en suis venu, face à leur silence déraisonnable, à la conclusion suivante. L'existence humaine est un haut lieu de l'absurdité. Absurdité qui coule dans les rivières du temps. Notre présence même en tant que substantifique état d'être est une absurdité sans nom. L'espace et le temps ne sont que des concepts basés sur une perception gauche. Tenez par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une seconde ? Je vais vous le dire, une seconde. Une seconde est égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de ces hommes 133 non perturbés. Ok, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris non plus. C'est une radiation d'ondes atomiques qui nous permet de mesurer exactement ce qu'est une seconde. Pour vous dire à quel point, vous comprenez à quel point ça n'a aucun sens, une seconde. À quel point ça nous échappe. La pensée est réduite à son simple outil, alors qu'elle s'efforce de questionner l'univers. Autrement dit, la pensée
bute sur les limites d'elle-même face à l'immensité des questions qu'il faut sans cesse se poser sans jamais céder à répondre. Nous sommes perdus dans l'univers. Le cœur d'un homme bat en moyenne 2,9 milliards de fois dans sa vie. Un battement de cils, c'est 200 centièmes de seconde. Il faut 2,9 secondes pour tomber amoureux, moins que ça pour mourir. C'est vrai, mais il faut toute une vie pour aimer et toute l'éternité pour être mort. Le rythme cardiaque des amoureux s'accorde la nuit quand ils dorment. Est-ce que vous saviez ça ? C'est fou. Je le place là juste parce que je trouve ça beau. Et est-ce que tu sais si c'est propre à l'être humain ou si c'est tous les animaux ? Ah, je l'ignore. Parce qu'il y a des animaux aussi, genre des perruches je sais plus comment les inséparables, qui vivent avec un seul partenaire toute leur vie. Ça pourrait être intéressant de voir aussi ça. Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est une question de proximité. Quoi qu'il en soit, pourquoi, et c'est la question que je me suis posée cette nuit, est-ce que le monde est battu comme un grand métronome, fait de cycles, jour, nuit, vie, mort, saison, semaine, seconde, saccade, souffle, soupir, silence. Silence. Absence de son, peut-être, absence de sens, surtout. C'est bien le sens, ça rend la vie toute rassurante, le sens. Prudence, cependant, le sens c'est souvent la religion, l'état, le travail, la morale. Attention avec le sens, bien souvent, ça sert à instrumentaliser notre temps de vie. Enfin, vous sentez arriver la grande question camusienne, parce que, je vous le rappelle, je vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, que cette chronique est tournée autour de la pensée de Camus, excusez-moi. La première de toutes les grandes questions philosophiques est la suivante. Est-ce que je dois, de fait, m'abattre tout de suite ? M'abattre, j'entends me suicider. C'est la grande question, puisque dès lors qu'on répond à cette question, on sait si on doit continuer de penser, puisque si on répond que je dois me suicider tout de suite, alors il ne sert plus à rien de poser d'autres questions, puisque de toute façon, je vais mourir. Le mythe, c'est le mythe de Sisyphe. Sisyphe a trompé Thanatos, le dieu de la mort, en lui liant les mains avec des menottes qu'il venait d'inventer. Alors c'est un beau bordel, puisqu'il n'y a plus aucun humain qui meurt. D'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est vrai finalement. Si un jour il y a un humain qui arrive à déjouer la mort, eh bien, la mort s'arrête pour toute l'humanité. Ça me donne de l'espoir, je me dis que peut-être, un jour, un humain réussira à déjouer la mort et qui nous délivrera tous. Est-ce que ce serait une bonne chose ? J'en doute. Alors, Sisyphe se fait attraper par Hadès et par Thanatos, et puis il est châtié dans les Tartares, voué à exécuter une tâche infinie qui est la suivante: monter une pierre lourde au sommet d'une pente abrupte et sans cesse voir tomber, rouler sa pierre du haut vers le bas. Alors il doit recommencer encore et encore et encore et encore et encore. C'est ça l'humanité. Alors que nous dit Camus ? Il faut voir Sisyphe heureux. Voilà ce que nous dit Camus. Il est absolument nécessaire de vivre le monde en tant qu'expérience comme Sisyphe. Il faut lutter, créer du sens dans le vide, s'émerveiller comme lui, peut-être en haut de la colline, de la vue toujours plus belle que les déclins du jour nous offrent. La question du silence face aux questions de l'homme n'est pas à entendre en tant que silence absolu. Non. C'est juste à entendre en tant que silence de sens. Mais le monde déborde de bruits insensés qu'il faut entendre, qu'il faut écouter pour comprendre que la recherche de sens est un départ à l'existence même, à l'invention de l'humain par lui-même. Émerveillons-nous, comme Sisyphe alors, et créons du sens et de la beauté sur la pente abrupte de la vie. C'est tout pour moi. Oh là 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 là, Pierrot! Mais il y avait un poème que je voulais lire de Walt Whitman, parce que vraiment c'est important. Le poème de Walt Whitman a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il est aussi puissant en anglais qu'en français. Preuve peut-être de la justesse avec laquelle il a choisi les mots pour exprimer son idée. Alors il est gentil avec nous, il nous dit une question et il nous donne sa réponse, qui n'est pas la réponse, étant donné que la réponse n'existe pas, mais c'est sa réponse et je crois qu'elle est tout à fait excellente, ou en tout cas, elle vaut le coup d'être lue. Alors peut-être que vous connaissez ce poème,
il a été rendu célèbre par Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, je crois. Mais maintenant, à la lumière de la pensée de Camus, je crois qu'il est intéressant de le relire et peut-être qu'on comprendra mieux la puissance des mots de Whitman. Alors, la question est la suivante. Ô moi, ô la vie, les questions sur ces sujets qui me hantent, les cortèges sans fin d'incroyants, les villes peuplées de sots, moi-même qui constamment me fais des reproches, les yeux qui vainement réclament la lumière, les buts méprisables, la lutte sans cesse recommencée, les pitoyables résultats de tout cela, les foules harassées et sordides que je vois autour de moi, les années vides et inutiles de la vie, des autres à qui je suis indissolublement lié. La question, ô moi, si triste qui me hante, qu'y a-t-il de bon dans tout cela? Ô moi, ô la vie. Et la réponse de Walt Whitman est ici. Que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le puissant spectacle se poursuit et que tu peux y apporter tes vers. Voilà. Très beau, très très beau poème. Pour ceux qui le découvrent et pour ceux qui le connaissent d'ailleurs, merci beaucoup Pierrot de nous avoir écrit ces mots. Encore une fois, c'est d'un niveau qui est qui touche les étoiles, j'ai envie de dire. C'est complètement. Non, franchement incroyable. Tout à l'heure, Pierre m'a dit qu'il avait écrit une chronique philosophico-poétique, et je trouve que c'est la définition juste de ce que tu as fait. Même si je pense qu'il faudra que je réécoute ta chronique pour tout saisir, et parce que malgré le fait que j'ai essayé d'être très concentré, c'était trop riche en informations. Ouais, c'est gentil. Ah, figurez-vous que j'ai eu cette pensée cette nuit en écrivant, puisque je me suis dit qu'il fallait tout de même que j'apporte un sujet de conversation. Alors, c'est pas vraiment un sujet de conversation, mais j'ai eu une révélation qui est la suivante. Les enfants qui naissent aujourd'hui connaîtront le 22e siècle. Ouais, et nous on est nés au 20e siècle. C'est quand même dingue. J'y avais jamais pensé. Mais nos enfants vivront en 2100, je ne sais quoi. C'est énorme. Et nous on a connu le nouvel an du changement de siècle. Ouais. Je m'en souviens, je l'ai fait à Disneyland. Moi. Double millénaire, double centenaire. Ouais. Incroyable. Ouais. Donnez-moi une bonne raison de fêter le millénaire. Je m'en souviens, je l'ai fait ça à Disneyland l'année 2000. Je me souviens qu'ils avaient fait un feu d'artifice et il a pété, c'était écrit en grand 2000 dans le ciel. Ah. C'était fou. Okay. Et je me souviens aussi que ce jour-là, j'ai pris par la main une autre personne en pensant que c'était ma mère. Oh, ça m'est arrivé aussi. Et ça m'a traumatisé. Genre j'ai fait quelques mètres avec et mes parents ont tout de suite grillé. Ils m'ont laissé faire en mode ah regarde le bouffon. Oh non. Il s'est trompé de maman. Ouais. Et genre j'ai marché comme ça, genre je sais pas 20 mètres tu vois. Et là il regarde maman. Ah, oh putain non c'est pas ma mère. Du coup j'ai lâché, je me suis senti trop con. C'est marrant, j'ai ce souvenir là de mon nouvel an de l'année 2000. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous intéresse comme sujet, je vous invite à lire Le mythe de Sisyphe de Camus. Et puis bien sûr vous pouvez enchaîner sur L'homme révolté et L'étranger que vous avez déjà dû lire au lycée si vous n'êtes pas trop un cancre. Et si vous ne l'avez pas fait, lisez-le, c'est incroyable. La pensée de Camus est absolument incroyable et essentielle au bon vivre de l'humanité. Et le poème de Walt Whitman, c'est dans le recueil Feuilles d'herbe, que je vous invite à lire également. Nous allons passer maintenant au moment que beaucoup attendent, la minute du Dr Chon qui vient oui, c'est maintenant. Ouais, qui vient nous donner sa petite... Comment on avait dit déjà Je sais pas si on a défini un nom. Bah, la minute du Dr Chon, l'ordonnance, ouais, voilà, la petite ordonnance du jour. La prescription. Une éternelle consultation. Exactement. Oh ouais, l'éternelle consultation du Dr Chon. Putain, c'est propre. C'est méga propre. On va vous faire voter. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est le docteur qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fâche et dont on ne parle pas assez selon moi. Il s'agit du don de spermatozoïdes. Non, je rigole, c'est une blague. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore mettre des feintes bizarres. Ah là là, crochet du droit, bam bam, esquive. Mais profitez-en,
car ce sera la seule blague de cette chronique. Oh. On savoure. Non, plus sérieusement, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la confiance en soi. Ça va me donner l'impression de faire du coaching perso pendant les 3 prochaines minutes. C'est parti. Je sais pas à partir de quel âge on nous parle de la confiance en soi. J'ai l'impression qu'avant le lycée, c'est une notion qui était complètement absente de nos vies. Comme si, quand on était gamin, on n'avait pas besoin de ce concept pour être heureux. Moi, cette histoire de confiance en soi, ça m'a toujours beaucoup questionné, parce que j'ai la sensation de ne pas trop comprendre le concept. Tu sais, ce délire où on te demande soit si tu manques de confiance en toi, soit si tu en as assez, comme s'il fallait forcément appartenir à l'un des 2 camps, comme s'il n'y avait pas de juste milieu. Alors que j'ai plutôt l'impression que c'est une notion beaucoup plus subjective que ça. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre, et que selon ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons très bien être dans l'une ou dans l'autre catégorie, sans que ce choix définitif nous définisse. Et c'est important, la confiance que nous nous accordons ne définit pas qui nous sommes. Une personne qui possède des compétences dans un domaine spécifique et qui en est consciente, aura plus facilement confiance en sa parole. Parallèlement, une personne qui a soi-disant une grande confiance en elle peut perdre ses moyens, sa confiance, s'il se trouve dans une situation de malaise ou qu'il ou elle ne maîtrise pas. Ça m'a fait penser à un immense footballeur, un maestro du ballon rond, qui s'appelle Franck Ribéry. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ce gars aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2013. Mais quand il est face à des journalistes, il galère à faire une simple phrase, alors qu'il régale balle au pied des millions de spectateurs dans le monde entier. À quel moment peut-on définir s'il a confiance ou non en lui ? Et ça soulève une question bien plus complexe. À quel moment le regard de l'autre a un impact sur notre confiance en nous ? Je pense que la confiance en soi, c'est surtout cette force intérieure que nous possédons tous et qui nous rend déterminés à avancer. Et qu'au lieu de nous questionner sur notre taux de confiance, on devrait plutôt se questionner sur notre capacité à rêver et à croire en nos rêves. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tellement de choses à dire sur le sujet. Énormément. Parce que c'est vrai que je vais repartir de la base de ta minute. Tu dis tu sais pas trop à quel moment on a le rapport à la confiance en soi, que quand on est enfant, on est heureux parce que on sent ce concept-là en fait. Mais j'ai même l'impression que c'est même au-delà de la confiance en soi, j'ai même l'impression que c'est la notion de confiance en général qu'on n'a pas tellement, parce que moi je me souviens que quand j'étais petit, on me disait ouais, fais pas confiance à n'importe qui et tout, et je ne comprenais pas en fait. Tu sais, on me dit de bien choisir ses fréquentations, de pas faire confiance. Mais moi, c'est vrai que ça me paraissait assez flou cette notion de confiance, quoi. Je me disais, est-ce que je fais confiance à mes parents ? Est-ce que je fais confiance à mes amis ? À qui je fais pas confiance ? Je comprenais pas trop ce truc-là, tu vois. C'est flou, c'est très flou. Et ce que je disais aussi tout à l'heure hors antenne, je trouve qu'il y a un lien, les deux sont intimement liés en fait, entre l'ego et la confiance en soi. Et du coup, je voulais bien avoir ton avis là-dessus, Pierrot, d'un point de vue psychologie. Est-ce qu'on parle d'ego et de psychologie ? Et je disais la même chose, c'est que la notion d'ego, je l'ai comprise, mais tellement tard. Avant, j'entendais parler de ouais, mais ça, il fait ça par ego et machin. Et moi, je disais, comment ça par ego ? Je comprenais pas trop. Et un jour, quand j'ai demandé, je sais plus à qui j'ai demandé, peut-être à... je sais plus à qui j'ai demandé, peut-être à mes parents, ou je sais plus trop à qui, mais j'ai demandé, mais c'est quoi l'ego ? Et on m'a dit, c'est quand, par exemple, on te fait une remarque ou un reproche sur ta personne et que ça te touche et que tu te prends mal. On m'a dit c'est là l'ego, c'est ça là. Et là j'ai tout compris, je fais ah ouais c'est ça en fait, c'est quand t'es touché un peu, quand t'es vexé, la vexation on dit non Oui, tu peux dire la ça. vexitude. La mouche. La mouche. Quand t'es vexé, c'est ton ego qui est vexé en soi. Je pense que c'est ça en fait. Alors, la question de l'ego, c'est en psychanalyse ce qu'on appelle le narcissisme. C'est ce qui permet à tout homme de tenir en tant qu'il s'aime un minimum pour continuer à se nourrir et puis à vivre et à désirer. Mais c'est vrai que le narcissisme, je trouve qu'il y a un degré négatif, tu vois, alors que l'ego, pour moi, il y a un bon ego et il y a un mauvais ego. Mais il y a un bon narcissisme enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais narcissisme. En fait, c'est soit il y en a trop, soit pas assez, peut-être.
Peut-être c'est les autres qui le ressentent ainsi, je présume. Je crois que c'est plus complexe que ça. Quoi qu'il en soit, il y a une étape qui est assez importante dans la vie psychique des hommes en général. C'est ce passage de l'adolescence à l'âge adulte où on passe de l'idéal du moi ou du moi idéal au moi idéal ou à l'idéal du moi, je ne sais jamais dans quel sens c'est. C'est-à-dire qu'on passe de cette représentation d'un moi qui serait parfait et intouchable, un peu comme une image de cristal, vous voyez, à un moi qui fait ce qu'il peut pour être bien et puis tant pis, quoi. C'est ça. Chez beaucoup de gens, cette transition peut se faire plus ou moins, ou parfois se fait pas, et on reste dans une image de soi qui est erronée, ou qu'on voudrait trop belle, et on n'accepte pas cette salissure qui fait que finalement on est humain, c'est-à-dire qu'on est manquant. Mais c'est quand même... La confiance en soi, c'est quelque chose qui est quantifiable. Parce Bien sûr. On a plus ou moins confiance en soi, déjà. Bien sûr. Et je trouve que c'est aussi un rapport aux autres. Quand je suis tout seul chez moi, j'ai confiance en moi, tu vois. J'ai confiance en ce que je fais. C'est quand je suis confronté au regard des autres, tu vois, où là tu te dis, est-ce que ce que je fais c'est de la merde ? Est-ce qu'en fait, je suis une merde en fait depuis le début. Quand je me compare aux autres, par exemple, quand je fais de la musique, je fais un truc, je vais dire, voilà, j'ai fait une dinguerie, laisse tomber et tout. Et après, j'écoute des mecs genre FKJ ou Marc Robillet ou des mecs qui sont hyper forts. Et c'est là que tu prends un coup, tu te dis, putain, mais en fait, je suis une merde. Et c'est là que ça devient malsain, entre guillemets. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la confiance en soi et surtout, en fait, à quel point le narcissisme est suffisamment fourni pour oser des choses qui pourraient paraître risquées, ou en tout cas pour lesquelles le cerveau pourrait se tendre à dire qu'il va pas réussir, quoi. C'est surtout cette question-là, c'est ce fantasme d'échouer, et cette persuasion, cette cognition, on dit, c'est une pensée, cette pensée fausse qu'on va échouer et qu'on vaut pas le coup. Elle est beaucoup liée à l'éducation déjà des parents, et d'ailleurs pendant longtemps on a éduqué les femmes à avoir moins confiance en elles de manière inconsciente, hein, mais c'est ce qui explique aussi pourquoi elles se sont beaucoup mis en retrait pendant longtemps, et pourquoi les hommes se sont mis plus en avant, parce que les petits garçons, c'est bien mon chéri, c'est bien. Ah oui, forcément. Donc si tout ce que tu fais est bien, forcément. Et d'un autre côté, il y a aussi l'expérience. Et l'expérience, ça joue énormément. Comme il disait, quand tu es maître de ton sujet, par exemple, parce que c'est là aussi où je disais que le rapport aux autres, c'est que selon la situation, tu as confiance ou pas. Si tu es avec des gens, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense que l'âge aussi joue. Si tu es avec des gens plus jeunes, genre moi j'ai été animateur pour des jeunes, là ma confiance ma confiance en moi elle est intacte, tu vois, parce que j'ai une espèce de, pas de supériorité, mais il y a un peu de ça quand même, tu vois, je suis au-dessus d'eux, enfin je veux dire ta confiance en toi elle est légitime. Ouais, et puis je suis hiérarchiquement en position de leur apprendre des choses et de leur expliquer des choses. Par contre on me met avec des gens qui sont, comme je disais, des mecs en musique ou quoi, qui sont au-dessus de moi, entre guillemets, là, ma confiance en moi, elle est plus du tout la même, tu vois. Elle est peut-être, en fait, mon échelle de confiance en moi, elle reste la même, mais je suis face à une échelle qui est beaucoup plus haute, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est d'un côté quantifiable, et d'un autre côté, c'est en rapport aux autres, quoi. Alors, c'est marrant de dire ça. Oui, c'est sûr que c'est quantifiable, et d'ailleurs, c'est bien d'en avoir une certaine conscience et d'être humble à propos de soi-même, puisque c'est vrai que sinon ça donne souvent des situations avec des gens, on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte du chemin qu'il leur reste à parcourir, par exemple pour tutoyer un maître dans un sujet. Hein, ça arrive souvent des débutants qui prennent de haut tout le monde, tu te dis mais c'est pas ta place, quoi. Donc oui, c'est important d'avoir cette idée de rester humble, ça c'est sûr. Après, ça peut être un frein terrible et empêcher toute avancée et toute chose de se faire. Donc, il y a quand même un juste milieu à trouver, je crois. Et d'autre part, ça joue énormément les premières expériences qu'on a avec tel ou tel objet. Mise en situation. Je joue ma première partie de football contre des gens qui jouent pas très bien au football. Ouais. Et résultat, je mets 5 buts. C'est quasiment sûr que je vais avoir envie de faire du football. Parce que ça te réussit, puisque l'humain se dirige naturellement vers ce qui lui réussit. Et puis t'as l'impression d'être méga fort aussi, du coup. Donc ça joue sur la confiance en soi. Et donc t'es plus fort. Ouais, après j'ai vraiment l'impression que c'est une notion d'adulte. Je vois les enfants, ils font n'importe quoi et ils se posent pas la question de est-ce qu'ils sont assez en confiance pour faire n'importe quoi. C'est presque instinctif.
dans les jeux, mais même dans les manières de se comporter, mettre son manteau à l'envers et se sentir bien. Moi, je sais que je dois me questionner pour faire ce genre de choses bizarres en tant qu'adulte. C'est vrai. Alors, il y a certaines barrières qui ne sont pas encore intégrées socialement pour un enfant, c'est sûr. Soit dit en passant, si on dit à tout un groupe d'enfants que les garçons sont par exemple plus forts pour courir, et à un autre groupe, on leur dit que les filles sont plus fortes pour courir, les résultats de chaque groupe va être fortement influencés par les dires. Donc il y a quand même une idée de confiance, ou alors si c'est pas de la confiance, c'est une sorte de formatation, enfin je sais pas exactement. Mais en tout cas ça influence. Je vais aux toilettes et je rebondis sur ce que tu dis tout de suite. Vas-y, on fait une pause. Ce que je voulais dire, bienvenue Rémi. Salut Rémi. Bienvenue dans le podcast. Il mange une pomme. Ce que je voulais dire, c'est que tu parlais du groupe, si on dit un groupe qui est meilleur que l'autre, etc. L'effet Pygmalion. Et il y avait ce truc où tu mets une corbeille avec, tu mets des 10 personnes qui doivent jeter cette boule de papier dans une corbeille, et tu mets plein de monde autour qui l'encourage. Allez, vas-y, t'es le meilleur, machin et tout. Et à côté, tu fais la même chose avec des gens qui disent ah, t'es une merde, tu vas jamais y arriver et tout, bouh, le gros nul et tout. Et ben statistiquement, celui qui t'encourage va beaucoup mieux y arriver que l'autre, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que ce que je trouve marrant, c'est on appelle ça la confiance en soi. Donc on a l'idée que c'est personnel, mais elle est vachement intrinsèquement liée aux autres. C'est sûr. Parce que là, tu cites deux groupes où il y a des gens, mais imagine, tu te donnes la même consigne de jeter ta boule de papier dans une poubelle, mais il n'y a personne qui te regarde, les résultats seront aussi différents. Ouais, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question qui est assez intéressante. Personne, par exemple, quand on dit une personne, ça vient de persona, ça vient du grec. Et persona, c'est les masques que les joueurs de théâtre se mettaient. Ok. C'est-à-dire que finalement, et Rimbaud le dit très bien. Comme personnage. Ouais, exactement. Je est un autre. Et cet autre, c'est pas nous. Parce que nous, on ne se connaît pas soi-même. Et puis, si on devait vivre avec soi-même, on ne tiendrait pas bien longtemps. Ouais. C'est vrai. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. On passe au petit moment du jeu. Ah, on joue. On va jouer, les amis. On joue, c'est vrai qu'on joue. J'avais oublié cette partie-là. Le jeu. Nous allons faire le jeu de la complicité, le jeu de la connexion mentale, que certains connaissent peut-être sur les réseaux sociaux. 1, 2, 3, allergies. Wow! 1, 2, 3, pollen. On l'a fait la dernière fois au bar, en réunion, parce que oui, on fait nos réunions au bar comme des gens... Très sérieux. Très sérieux. Voilà. Tout à fait. Donc on va se faire ce petit jeu de la complicité. Vous vous souvenez comment ça se fait, hein? Tout à fait. Oui, mais je me souviens que j'étais pas très bon. Pas très bon. Très limité. Non, c'est faux, tu es le meilleur. Merci pour la confiance. Vous voulez que je vous laisse commencer tous les deux? Tout à fait. C'est quoi ce jeu? Ah oui, il faut qu'on explique. Ah oui, c'est vrai qu'on va expliquer, merci Mathilde. Bûchette de 16, bûchette de 12. Buchinette. Ah, toi tu joues à l'Ardéchoise, c'est pour ça. Exactement. Ouais, okay. Le jeu de la complicité, c'est très simple. Je vais compter à 3, enfin jusqu'à 3. À 3, chacun des deux joueurs dit un mot au hasard. Un mot vraiment, le premier mot qui lui passe par la tête. On se retrouve avec ces deux mots. Là maintenant il faut que chacun dans son coin, donc dans sa tête, trouve un mot qui allie les deux mots, ces deux mots-là. On recompte jusqu'à 3, les deux personnes redisent un mot qui pour eux est en lien avec ces deux mots-là, et le but c'est de tomber, que les deux disent le même mot. S'ils disent pas le même mot, on reprend ces deux nouveaux mots qu'ils viennent de dire, et ainsi de suite. Et le but c'est de tomber sur le même mot le plus rapidement possible. Une belle cacophonie. Mais ça peut aussi durer très très longtemps. Ça peut durer très longtemps, mais voilà, le but c'est de faire ça en le moins de coups possible, et on en a fait aussi des qui ont duré bien 5-10 minutes. Je pense que passer 10 mots, on va lâcher l'affaire. Exact. On va se fixer une règle quand même, parce que sinon... Okay. Je vous laisse commencer les gars. Ok, j'ai un mot. Écoute, j'ai un mot. Ok, 1, 2, 3. Conciliabule. Radio et conciliabule. Ok. Donc maintenant, votre but, c'est de dire en même temps un mot, donc le même mot, qui sera en lien avec radio et conciliabule. Bonne chance, messieurs. Ok, Denis, t'es bon? Moi aussi, je pense. Alors, 1, 2, 3. Morse parler. Morse parler, on est pas mal. Morse parler, il y a moyen de trouver. Hein. Ouais. Est-ce que... C'est difficile. Attends, il faut que je regarde Pierre, histoire d'essayer de... Essayez de trouver, vous je vais essayer de connecter. Il a des lunettes.
Je ne vois pas ses yeux. Ok. Mais il y en a 2 qui peuvent fonctionner, même 3, 4 en fait. C'est pas évident. Ok. Quand vous voulez. 1, 2, 3, code. langage. Code langage. Bien sûr, est-ce qu'on a le droit de dire un mot qui a déjà été dit ou pas? Parce que là, code langage, on pourrait redire morse, quoi. Non. Non. Et tu t'y connais un petit peu en cryptologie ou pas? Parce qu'il y a un truc évident, mais je sais pas. Et toi, tu t'y connais en téléphone? Parce qu'il y a un code connu. Non, tu l'as pas? Parce que si je le dis et que tu l'as pas, ouais, moi je l'ai. on va galérer. Il y a un code connu. Non, ça me dit. C'est pas grave. Le morse, je connais. Ouais. Bah alors, c'est pas grave. Je vais trouver un autre mot. Mais attendez. Ok, j'en ai un. Mais je vais m'éloigner, frérot. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Python. Secret. T'as dit quoi, toi? Python, c'est pour l'informatique. Python et secret. Secret du serpent. Ah bah non, mais... Secret du serpent. Ah bah non, mais... Les gars, il y a une rêve de fou là. Ok, attends. Il est tellement pas sûr. Il y a une rêve de fou à faire. Mais si, je l'ai. Tu l'as? Oui, tu l'as, c'est sûr. Non, tu crois? Oui. Mais je vais dire un truc, ça n'a rien à voir. Attends. Je vais tenter un truc. Parce que je voulais déjà tenter un truc, je vais tenter autre chose. D'accord. Attends, regarde mes yeux, histoire que vraiment on connecte nos cerveaux. Ok, non mais je crois que j'ai un truc, mais Ok, est-ce que t'es prêt? Ouais, ok. 1, 2, 3, fourche longueur. 1, 2, 3, fourche longueur. Secret du serpent. Ah bah non, mais... Il y a une rêve de fou à faire. Mais si, je l'ai. Les ggars. Regarde mes yeux, histoire que vraiment on connecte nos cerveaux. Oui, tu l'as, c'est sûr. 1, 2, 3, fourche longueur. On est pas mal, on est pas mal. Ça compte, non? Ouais, mais du coup là c'est simple maintenant. Harry Potter, fourche-langue. Ah oui, bah oui. Tu vois, qui fait le fourche-langue dans Harry Potter? Ah non, j'allais dire la maison. Bah bref, non mais on a trouvé, c'est bon. On a trouvé. C'est trop facile. Ok, bah non, mais on finit. Bah du coup, ouais. Bah oui, il n'y a qu'un seul mot possible là. Non, il y en a 2, 3. 2, 3 en fait. Ouais, vas-y, le plus simple. 1, 2, 3, Serpentard. Voilà. La meilleure maison. Le score s'affiche au-dessus de leur tête. Je sais pas combien de coups vous l'avez fait en 5-6, non? Ouais, 2, 3. Non. Déjà, même sur le score, il n'y a aucune complicité. 2, 3 et 12. Non, franchement, on a été... Parce que c'était pas évident, les cryptages et tout ça. On s'en est bien sorti. Je trouve aussi. Ouais, c'est très beau. Ça aurait pu être en 25 coups, me connaissant. Oui, pareil. Mais je pense qu'on va laisser des pros jouer, histoire qu'on montre aussi aux millions d'auditeurs de Radio Campus. Aux milliards. Excuse. Ok. Que ce jeu peut se faire très facilement. On se fait avec Pierre et puis après je le fais avec Dr Chon. J'entends. Ok, j'ai mon mot. Moi aussi. 1, 2, 3. Thanatopracteur. Waouh, il a dit quoi? T'as dit quoi? Thanatopracteur. C'est quoi ça? C'est les gens qui préparent les morts. Ah, oui, j'ai confondu avec taxidermiste. Et t'as dit quoi, toi? Trottinette. Bah nickel. Bah voilà, c'est tout trouvé là. Je l'ai, hein. Ah ouais? Bah oui. Thanatopracteur et trottinette? Bah oui. Bah non, Pierre. Bah si. Réfléchis. Regardez-vous, les gars, connectez-vous un peu. Un mec qui prépare des morts et en trottinette. Oui. Non, je ne peux pas te donner d'indice. Surtout que cet indice me servira à rien, je suis sûr parce que c'est une rêve que t'as pas. Enfin, mais que si, j'ai pas. Mais si, tu l'as, c'est sûr. T'en as un? Non. Bah, je t'attends. Putain. Mais pourquoi tu vas chercher des mots pareils aussi, toi? Parce qu'ils sont marrants et que je trouve qu'ils sonnent très bien. J'ai aucune idée, Pierrot. Comment on passe de mort à sur une trottinette? Ok. Bah oui, mais dans ce cas-là... Bah oui. Ok. 1, 2, 3, accident. Chute. Accident, chute. Ok. 1, 2, 3, escalade. Fracture. Escalade, fracture. Ouais, vas-y. 1, 2, 3, falaise. Rappel. Falaise, rappel. Ouais, c'est bon, moi j'en ai un direct. Ah bon? Ouais. Ah bon? Bah, comment on fait de la... 1, 2, 3, cordée. Ouais, ça marche. Mec, j'ai failli dire baudrier en plus. Une cordée, une corde, c'est pareil. Ouais, corde, voyez. Allez, c'est vendu. On se l'accorde. C'est gratuit. Oh. Waouh. Oh. Waouh. Waouh. Ok, manche 3 avec
Docteur Chon. Si tu veux, hein. Ça va être une catastrophe, j'ai pas de mots. Je réfléchis. Vas-y, moi c'est bon. Ok, moi aussi. 1, 2, 3. Kebab. Univers kebab, c'est le nom d'un kebab. Univers kebab, on est bon. Univers et kebab, waouh. Ouah, non. Il y a un truc universel, en fait. Ok, vas-y. Il va nous faire de la philosophie sur le kebab, là. Exactement. Monsieur Fouch, je fais une chronique sur la viande kebab. Vas-y, moi c'est bon. Moi aussi, mais on n'aura pas le même. Dis pas ça déjà, si tu dis ça, c'est sûr qu'on n'aura pas le même. On aura le même, Denis, tu m'entends? C'est sûr. Ok, c'est parti. On a le même. 1, 2, 3, rotation. fast food. Ah, il fallait dire sauce blanche. Ce qu'il y a d'universel dans le kebab, c'est la sauce blanche. Bah non, fast food, moi c'est l'univers. Tu vois? Univers Ah. kebab, c'est les fast food, tu vois? C'est dans l'univers des kebabs. Enfin, ouais. T'as dit quoi? Rotation. Rotation, fast food. Rotation. Frérot, Ouais, c'est tellement lui, évident. Il a pensé à la broche, quoi. Exactement, la broche, l'univers. Ah c'est- ouais, ok. vois. Ah ouais. Ça me ouais. paraît Ah évident, ouais, mais j'ai la capté. rotation. Ah ouais, Exactement, voilà. frérot. Tu vois, j'ai essayé de trouver un lien. Le soleil tourne le autour de la broche de crossover. kebab. Exactement, frérot. La sainte broche. La sainte broche. Donc là, on en est où? Fast food et broche. Et rotation. Et rotation. Fast food, rotation. C'est compliqué, frérot. Non. Fast food et rotation. Si, c'est compliqué. Ah là, je vois pas de lien logique. À part revenir sur notre premier mot. Fast food, rotation. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y quoi. Ouais, j'en ai un, mais bon. Toi, t'en as un. J'en ai un, mais on n'aura pas le même, c'est sûr. Ok, t'es mort. 1, 2, 3, Mac turnover. Drive. Bah ouais, c'est la rotation des fast-food où tu tournes autour du Mac Drive, t'es en voiture, je sais pas pas. mal. Moi, je me suis dit, les salariés, ils changent tout le temps. Ouais, Turnover. Turnover Rotation. et Mac Drive. 1, 2, 2, 3, employés. étudiants. Ah, j'allais dire étudiant. Pas mal. Je voulais le dire. Bah ouais, emploi étudiant. Employé étudiant, vous allez trouver employé étudiant. Pas Employé sûr, frérot, on peut étudiant. repartir très très loin. Alors, entre employés et étudiants, 1, Bah ouais, moi j'ai 2, 3, pauvres. CDI. Stagiaire. Ah ouais, entre employé étudiant et stagiaire, ouais. Moi j'ai pensé à CDI parce que pour Et pauvre, ça passer marche de aussi. étudiant à employé, il faut un CDI, tu vois. généralement, Mais quand t'es étudiant et tu Ouais, travailles à non, McDo, non, c'est clair, c'est ouais, que ouais. t'as besoin de thunes. Hein. Donc moi j'ai dit CDI et toi t'as dit Pauvre. pauvre. CDI pauvre. Ah, là, vous êtes mal parti. T'as vu, je t'ai dit, on peut repartir très très loin. Wow. Et c'est une fin d'émission. Merci à tous. Ouais, vas-y, j'en ai un. T'en as un entre CDI et pauvre. Ouais. Ouais. Et moi non. En fait, j'en ai deux. Tu veux pas m'en passer un et tu dis le deuxième comme ça? Dans tous les cas, on l'aura pas, c'est sûr. Mais vas-y. T'en as un, toi? Non, j'en ai pas. Entre CDI et pauvre, non, je sèche un peu. Tu peux m'aider, Pierrot? T'as une idée? Ouais, pas mal. C'est bon, il m'a aidé. 1, 2, 3, chômage. RSA. Oh putain, chômage et RSA. mais ça y est. À chaque fois, on est à ça, quoi. Vous êtes pas loin là. Chômage et RSA, ouais. Ouais. Attends. Attends. Parce qu'il y en a encore deux. Ouais. Attends. Le plus simple. Ok. 1, 2, 3, Pôle Pôle emploi. emploi. Ah, félicitations. Yes. Et on finit cette chronique sur un pôle emploi. On aurait dû dire France Travail. Ah oui, parce que c'est maintenant ça Ah. s'appelle France Travail. Oh là là, Ça a changé depuis le 1er janvier. Abonnez-vous à la chaîne du podcast, ça va être intéressant et c'est important parce que ça va être une chaîne toute nouvelle. Également, si vous avez un emploi original, que vous avez vécu une histoire incroyable, que vous souhaitez en témoigner ou que vous voulez venir dans l'émission, vous pouvez envoyer un mail à lepodcast@gmail.com. N'hésitez pas à envoyer nous vos Vous histoires avez par simplement- mail et on y réagira. On y réagira pendant l'émission. Vous avez été mordu par une araignée et vous avez des pouvoirs étranges. Ah, ça je connais, ça c'est Batman et tout. Exactement. Vous êtes tombé dans une piscine. Et vous êtes devenu slammer. Oh, pas mal. J'ai pas compris le lien. Entre la piscine et le slam. Grand Ouais, corps malade. Allez-y, 1, 2, Encore 3. paraplégie. Et pour ceux qui sont sur YouTube, on vous dit à la prochaine dans le podcast. Allez. C'était Jawai, Pierrot et Dr. Salut, Chon. salut. La bise. Thank you.